J'aime bien la petite écharpe. Bah Charlie, je vois qu'on est pareil, on est resté en mode réveillon, en mode festif. Noël, c'est Noël. Ah bah voilà, mais on est quand même le 3 janvier On est là. passé le 3 janvier, c'est vrai. Bon. Oui, mode festif, j'ai fait la brinque tout le jour de l'an. Je me suis pas arrêté. C'est vrai. Ouais. Pas trop dur de se remettre au boulot là? Écoutez, de temps en temps, il faut s'y remettre. Mais bon, janvier, c'est quand même un mois plus calme pour nous. Après le boulot, on arrête. Alors, les bonnes résolutions, Charlie? Le sport. Le sport, arrêter les sucreries. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et arrêter de travailler. Ah ben ça voilà, c'est un beau programme. Ça c'est une vraie résolution. Ça c'est pas mal. Ah ouais, que profiter de la vie. Voilà, j'arrête le travail. Bon bah ça va. Bah alors justement, moi je vais vous mettre à contribution. Ah, allez-y. Bah oui, c'est vous qui allez lancer la rétrospective de décembre. Et donc je dois dire qu'il faut que j'annonce le lancement de la rétrospective. Oui, alors je vais vous aider un peu parce que Charlie, en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le pourtour de l'étang de Berre? Eh bien, on a évidemment marqué le coup pour la journée mondiale de lutte contre le sida. On parlait justice avec le procès des viols de Mazan, la fin du procès du drame de la rue d'Aubagne. Il y a eu des manifs avec le fret SNCF, le projet Yvance qui se transformait en parc naturel des étangs. Et puis, tout de suite, on va aller dans un centre de tri au Jas de Rhodes. Eh bien, en avant alors. Hein. Je vous suis. C'est Allez, parti. C'est parti. Pour les prévenus, la prison ferme est un coup de massue. Maître Campana est l'avocat de Julien Ruas. Comment voulez-vous réagir quand vous entendez qu'on veut vous embastiller pendant 3 ans? Il a très mal réagi et je le comprends maintenant. Il est combatif, c'est pas maintenant qu'il va courber les chines. C'est à nous de plaider pour démontrer que le parquet se trompe totalement et se sert d'un bouc émissaire. Du côté des parties civiles, ces réquisitions paraissent justes. Réaction de Liliana Lalonde qui a perdu son fils dans les effondrements. Les propositions que nous avions faites au parquet de citer les propriétaires a été entendue et puis je pense que ça sera considéré également pour les arguments que M. le procureur a présentés au tribunal. Pour d'autres, comme Iman Saïd Hassani qui a perdu sa mère, les peines requises sont loin d'être suffisantes. Par rapport à mon propriétaire, que sa femme soit relaxée, mais elle était aussi dans le coup, et même si elle ne venait pas de l'appartement, mais elle était dans la société. Et que son fils il soit condamné de 2 ans et que le père de 4 ans, c'est très faible pour nous. Les plaidoiries de la défense vont venir clôturer ce procès. Elles se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine. La plaidoirie de Benjamin Mathieu a duré plus de 2 heures. Dans sa conclusion, il a parlé de justice médiatique et d'un procès qui pourrait devenir un jugement de la rue. Il ne fallait pas sombrer dans une dérive qui était de vouloir faire un procès pour ce qu'on entend dans la rue, pour le fait de dire qu'il faut à l'évidence condamner la mairie, peu importe la raison, qu'il faut condamner les responsables politiques, peu importe la raison. On est en France, c'est une démocratie. On a tenu 6 semaines de procès pour pouvoir apprécier de la responsabilité de chacun. On ne peut pas se permettre de se baser sur des apparences, sur des a priori, sur ce qu'on dit dans la rue. Voilà, c'était ça le message qu'on voulait faire passer. Mais les propos ne passent pas. Plusieurs personnes interpellent l'avocat lors de la suspension, comme Mohamed, qui a été délogé après les effondrements. Ce qui m'a irrité, ce qui m'a sali les oreilles, c'est quand il dit que les gens demandent du sang. Ça me rappelle quand Cachard dit « Ma vie a été bouleversée le 8 novembre ». Voilà, on est vraiment sur le même. Le 5, lui, il n'a rien ressenti. Il a senti ça le 8 novembre quand sa tête a été mise sur un pic. Franchement, en plus, là, ils viennent vomir sur les pauvres gens qui sont là et qui sont traumatisés. Mais on espère que la justice va passer, ça c'est sûr. Le président du tribunal, Pascal Gand, a annoncé que le délibéré aura lieu lundi 7 juillet 2025 à la caserne du Muy, là où s'est déroulé le procès. En sortant, là, nous a dit qu'il avait un message pour nous de la part de son client qui sortait libre. C'était mon client vous dit merde.
Voilà, donc voilà le niveau des avocats, voilà le niveau de la justice en France et voilà comment sont traitées les femmes. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Vous êtes en colère? Oui, complètement, oui. Des jugements qui sont très en dessous des réquisitions qui déjà étaient basses. Oui, c'est scandaleux. On a aujourd'hui une démonstration de la justice qui a su entendre toutes les excuses les plus piteuses de ces hommes qui ont violé par accident. Et on n'entend pas que les femmes ne peuvent plus supporter de vivre dans une société où le viol est la norme, où la culture du viol domine. Donc oui, on est furieuse, je suis dégoûtée, je suis triste aussi. Les femmes, c'est la moitié des gens. Les violeurs sont 97% des hommes, on en a marre. Appel du parquet, appel du parquet, appel du parquet. 96% des plaintes viol sont placées sans suite en France. Ça veut dire que 96% des victimes ont un déni de justice. On leur a fait un déni de justice. On les emprisonne dans quelque chose qui les empêche de se reconstruire, alors que de ce qu'on demande en tant que victime de viol, c'est d'être entendu, reconnu et respecté. Et à ce jour, la justice, elle n'est pas à la hauteur. Le temps de la colère, les femmes. Je trouvais ça important aujourd'hui de venir au contact au plus proche pour lui témoigner mon soutien, tout simplement. En tant qu'être humain, avant d'être un homme, je suis un être humain. Je suis autrichienne et j'habite au Portugal et je suis venue parce que je pense que ce que Gisèle fait, ça a un sens mondial, et historique et transcendant. C'est aujourd'hui une menace sur nos emplois et c'est une menace surtout pour la circulation des marchandises qui vont se retrouver, à notre sens, si on liquide cette entreprise, plus sur les camions que sur les rails. Et quand on connaît la thrombose routière et toutes les conséquences en termes de pollution dans le département, on est effectivement inquiet. Oui. Aujourd'hui, on se rassemble les cheminots, mais avec tous ceux de l'industrie du pourtour de l'étang de Berre, notamment ceux d'Arcelor, ceux de la chimie ou du port, parce que nos productions sont liées. Parce qu'y compris, si eux ferment, nous on ferme, si nous on ferme, eux, ils n'ont pas de débouché à leurs marchandises. Donc c'est aujourd'hui un combat commun. Y compris, on le dit avec toute la CGT, on ne sera pas les bronzes culs de l'Europe et donc on veut de l'industrie et du fret ferroviaire. Il faut rappeler qu'un train, c'est 45 camions. Donc il faut bien se dire qu'une fois qu'on arrive, et y compris ici, on a un outil qui est le triage de Miramas, qui permet en fait de trier des wagons à grande échelle, de trier 200, 300, 400 wagons en une nuit. Et donc ça permet de massifier ce transport-là et de refaire le report modal de la route vers le rail. Sécurité routière ? Et y compris cette question-là de sécurité routière. Aujourd'hui, nous transportons notamment beaucoup de naphta-chimie, des wagons de chlore. Et on pense que ça serait plus sérieux de laisser le chlore sur les wagons que plutôt de les faire rouler sur la route. Enseignants, personnel des hôpitaux et agents territoriaux notamment, ce sont des milliers d'agents issus de la fonction publique rassemblés au centre-ville de Marseille, comme Stéphane, enseignant au collège Honoré Daumier à Marseille. De nous mettre 3 jours de carence, c'est vécu par le monde enseignant comme une punition. Quand on entend que dans les autres secteurs c'est la même chose, beaucoup de salariés ont des compensations. Nous on ne les aurait pas. Au-delà des jours de carence, la baisse de l'indemnisation d'arrêt maladie et la suppression des postes étaient au programme du gouvernement Barnier, fraîchement destitué. Pauline, directrice d'école à Pertuis, s'insurge contre la coupe du budget envisagée. On veut plus de remplaçants parce que là on a beaucoup de jours d'absence qui ne sont pas remplacés. Donc aussi l'aide aux enfants à besoins particuliers. Voilà, tout est en train de fermer et tout est au rouge. Les fonctionnaires hospitaliers étaient présents. Ourania, infirmière à l'hôpital psychiatrique à Édouard-Toulouse, dénonce également un budget insuffisant de l'État. On n'a pas assez de lits. Il y a des gens qui sont dans la rue actuellement et qui ont des problèmes de santé mentale et qui ne peuvent pas être hospitalisés. C'est dramatique. Il y a des gens qui attendent des mois et des mois pour avoir une imagerie parce qu'il y a une suspicion de tumeur. C'est insupportable d'entendre ça. Selon les 7 principales organisations syndicales de la fonction publique présentes, à l'exception de Force ouvrière, 27 000 personnes étaient mobilisées à Marseille, 4 700 selon la préfecture. Alors voilà, je voudrais qu'il s'en aille, monsieur Barnier, pour toucher un peu plus d'argent. Je suis rasé. Voilà, j'ai plus un franc. Obligé d'aller travailler.
C'est sûr qu'on préférait que ce soit 2,2, mais si c'était 0,8% pour redresser les finances publiques et que ça serve à mieux répartir la somme économisée, notamment auprès des plus défavorisés, eh ben, peut-être qu'on accepterait davantage 0,8% que 2,2%. Alors c'est une honte, il faut que ça change. Et moi, au contraire, un remaniement de ce gouvernement, il le faut, parce que Barnier, c'est comme les autres, il est chapeauté par Macron. Et Macron, il fait que des promesses, mais il n'y a rien qui se fait. Ça serait bien que ça change en positif. Donc vous, s'il est censuré, son gouvernement, c'est plutôt une bonne chose. Ah bah oui, naturellement. Ça pourrait laisser l'espoir que ça ira mieux. La retraite, ça fait 10 ans que j'y suis et je travaille encore. J'ai 70 ans, je suis artisan boucher à Mazargues. Voilà, et je travaille encore. Bravo. Et la retraite, vous la faites quand là ? La retraite, je la ferai quand je trouverai un jeune qui a envie de travailler pour prendre ma boucherie. On en a fait beaucoup d'efforts, hein. Plus de 40 ans de travail, à 40 heures, à 39 heures, on n'était pas aux 35 heures, hein, donc on en a fait beaucoup déjà. En ce samedi matin, la salle d'attente fait le plein. Michel accompagne sa fille venue avec son nourrisson. Moi je suis venu ce matin à l'ouverture et prendre un ticket sur la borne pour avoir le rendez-vous 2 heures après, donc c'est quand même très rapide. Si ça n'avait pas été ouvert, vous auriez fait quoi ? On aurait essayé de trouver un médecin en ville, ou alors à défaut, on aurait fait la queue aux urgences pendant je ne sais pas combien d'heures, donc quasiment la journée. La maison de santé de l'Escaillon a justement été créée pour éviter cela, avec des horaires élargis, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et le soir jusqu'à 22h. Une souplesse bienvenue pour Abdulrahman, venu pour son fils. Nous, on travaille dans la semaine, donc le week-end, ça nous arrange bien. Mais cette souplesse va disparaître à compter du 23 décembre. Une nouvelle convention va augmenter un peu les tarifs des consultations classiques, mais baisser beaucoup les tarifs des consultations tard le soir et le week-end. À l'Escaillon, elles ne seront donc plus assurées, une contrainte pourtant comprise par les patients comme Chantal. Je regrette pour les médecins, je regrette pour tout le monde. Je pense que c'est dommage de faire des coupes dans la santé. Les week-ends, les tarifs des consultations vont ainsi passer de 45 à 35 €, soit le montant d'une consultation classique. C'est cette machine-là, le Gène Expert, qui s'ouvre avec des tiroirs. On met des cartouches dedans avec les prélèvements de la personne et ensuite, en 1h30, on a le résultat. Créé il y a 20 ans, le Gène Expert, outil révolutionnaire, détecte le VIH et les IST, infections sexuellement transmissibles, dès 7 jours après un rapport à risque. Maxime Supion, infirmier au Spot Longchamp à Marseille, alerte sur les symptômes présents chez 20% des cas. Il va s'agir d'une angine, d'une pharyngite, de ganglions qui apparaissent au niveau axial ou dans le creux de l'aine, des taches rouges qui peuvent apparaître sur le corps aussi, une fièvre ou des sensations de frisson la nuit. Les spécialistes affirment qu'une détection rapide du VIH suivie d'un traitement permet une espérance de vie comparable à celle de la population générale. En région PACA, les infections ont augmenté de 22% en un an, passant de 292 en 2022 à 358 en 2023. Zara Bernissi, coordinatrice au Spot Longchamp, explique les raisons. Il y a différentes personnes qui ne sont plus au courant des moyens de prévention, des moyens de transmission et tout ça. Et de l'autre côté, en fait, il y a aussi une augmentation de dépistage qui fait qu'on atteint plus les populations cibles, les personnes migrantes, les femmes trans d'Amérique latine, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes qui s'injectent, injectrices de produits psychoactifs. En Provence, 36 centres de dépistage sont disponibles. Depuis janvier 2022, il est possible de se faire dépister du VIH dans tous les laboratoires d'analyse biologique, sans ordonnance, sans rendez-vous et prise en charge à 100%. Il y a peu, pour trier, il fallait quasiment un tuto. On pouvait jeter tel emballage, mais pas tel autre. De quoi décourager ceux qui n'avaient pas la patience de rechercher la bonne poubelle. Mais depuis 2 ans, tout le process a été simplifié, comme l'explique Gérald Chaumaz, directeur d'activité trimécanique auprès de la société Suez. Tous les emballages ménagers dans la poubelle jaune.
plastique, métaux, fibreux. Alors je dis bien tous les emballages ménagers, on évite les objets en plastique, mais dans le doute sur les emballages ménagers du foyer, on le met dans la poubelle jaune. Bien entendu, les biodéchets, tout ce qui est organique dans sa poubelle, et le reste, si c'est un emballage en carton, si c'est du métal, si c'est le pot de yaourt, vous l'avez dit, la barquette de salaison, l'aérosol vidé, il faut des emballages qui soient vidés de leur contenu, pas rincés, vidés, pour que derrière, nous, on ne se pose pas la question et que les équipements fassent bien le travail escompté de séparation. Et même les cartons de pizza souillés, tout sera recyclé ou valorisé. Christine Leti est directrice régionale de Citeo, un éco-organisme national chargé d'aider les collectivités à réduire l'impact des emballages et papiers. En fait, c'est simple. C'est un emballage. Eh bien, vous avez votre bac jaune, mettez-le dedans. Cet emballage, il aura une seconde vie. Si vous le mettez dans les ordures ménagères, eh bien, il va être brûlé. Pire, il va être à certains endroits enfoui. Vous imaginez bien que si on met des emballages en plastique ou même des bouteilles de verre à l'enfouissement, eh bien, il ne va rien se passer. Pendant 400 ans, ça va rester là et ça va polluer notre environnement. Pour moi, vous êtes les héros. Vous êtes les ambassadeurs du tri du quotidien et vous êtes les héros du tri. N'hésitez pas, votre voisin le fait, votre enfant le fait, pourquoi pas vous? Il faut juste que vous fassiez ce petit geste au quotidien, systématiquement, partout et tout le temps. Et n'oubliez pas, amoureux de la Méditerranée, un papier jeté dans le centre-ville finira certainement à la mer. 5 étangs sont concernés par ce projet de parc naturel régional du pays des étangs du golfe de Fos. Les étangs de l'Estomac, de Lavalduc, d'Angrenier, de Citis et du Pourrat, ainsi que les terres les entourant et les reliant entre eux sur une superficie de 20 km². Une façon de sanctuariser ces espaces naturels remarquables pour Jean-Louis Sagnal, le président du collectif Sauvons nos étangs. Il ne s'agit que de ça, que de restituer à ce territoire sa nature originelle et préserver au maximum cet espace naturel pour les générations à venir. Pour donner un seul exemple, en termes d'insectes, par exemple, la zone de l'Angrenier et de la Valduc accueille des libellules de la famille des odonates, telles l'agrillon de mercure, qui est une espèce en voie d'extinction. L'essentiel du territoire est occupé par l'industrie. C'est un des seuls poumons verts qui reste aux Phocéens pour toutes leurs activités de randonnée, pédestre, équestre, vélo, promenade, photo, même archéologie et bien d'autres. Randonneur et habitant de Fos-sur-Mer, Serge Laurent aime beaucoup venir marcher sur les sentiers dessinés autour des étangs. C'est la nature dans tous ses états. Donc il y a du sauvage tout autour de nous, depuis le départ de notre randonnée jusqu'à l'arrivée. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder parce que les paysages changent tous les jours, les animaux c'est jamais les mêmes, et puis le temps et les lumières, tout me séduit dans le parcours des étangs. Si on n'a pas ça, on est en prison quelque part. Fos, Istres, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts sont les 4 communes sur lesquelles ce projet d'un parc naturel régional du pays des étangs pourrait voir le jour. Mais il devrait être aussi validé par le département, la région et l'État. Alors mes 2 frères et la moitié de ma famille sont à Mayotte et j'ai eu des nouvelles, donc c'était lundi matin sur des appels qui ont duré 2 à 3 minutes pour chacun, et depuis je n'ai plus aucune nouvelle de ma famille complète qui est là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant ces appels? Comment ça se passe là-bas? Alors pendant ces appels-là, ils nous expliquaient leur désarroi, ils nous expliquaient ce qu'ils voyaient face à eux, la misère qu'ils étaient en train de vivre, et surtout ils nous parlaient de la malnutrition, du fait qu'il n'y ait pas d'eau, et ni de repas, ni d'électricité sur place. Pour les aider, qu'est-ce qui se met en place à l'échelle locale à Marseille? À Marseille, pour les aider, nous avons lancé un élan de solidarité, nous, avec l'association Famille en Action. On récupère des dons, donc des denrées alimentaires qu'on va stocker et les transiter via des conteneurs en direction de la Réunion puis de Mayotte. Le conteneur partira samedi, c'est ça? Alors, samedi soir, on va charger les camions. Dimanche, on monte sur Lyon, on charge les conteneurs et lundi matin, il partira de Lyon. Alors on demande aux personnes qui souhaiteraient faire des dons de ramener du riz, des pâtes, tout ce qui est non périssable, donc des boîtes de conserve et des vêtements chauds pour la plupart. Ah non, t'inquiète pas, non, Les Restos du Cœur sont connus pour offrir aux gens une aide alimentaire, mais certains centres vont beaucoup plus loin. À Marseille, dans cette antenne du 9e arrondissement, on propose aussi d'autres accompagnements, d'après le responsable du centre, Blaise Comas.
Les Restos du Cœur, il n'y a pas uniquement que l'alimentaire. Il y a les activités qu'on fait à côté, aussi bien le vestiaire, le judo, coiffeur, informatique, aide juridique. On fait la nourriture plus les autres choses qu'on fait à côté. C'est pour qu'ils arrivent à s'intégrer dans la société, qu'ils se sentent entre guillemets comme tout le monde. Parce qu'ils se sentent remplissés par BIAS. Aujourd'hui, l'atelier portait sur l'estime de soi. André, ancien coiffeur à la retraite, est donc venu bénévolement s'occuper de plusieurs personnes, une contribution importante pour le bien-être de ceux qui viennent se faire coiffer. Ma démarche, elle est dans la reconnaissance et la considération d'eux-mêmes par rapport à eux-mêmes, mais c'est pas qu'une coupe de cheveux. Coupe de cheveux, c'est complètement futile. Par contre, regarder dans la glace, quand je les emmène, regarder dans leur glace et voir leur sourire, de se dire enfin je suis beau ou je suis belle, et c'est grandiose. Plusieurs centres offrent divers types d'ateliers et d'accompagnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Restos du Cœur des Bouches-du-Rhône. Non, tu ne payes pas. C'est offert par la mairie de Marseille aujourd'hui le repas. Certains étudiants de la centrale Méditerranée de Château-Gombert découvrent avec joie que leur repas est gratuit ce midi, comme environ 6000 élèves de l'académie Aix-Marseille. Ça nous fait plaisir, surtout en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément les moyens de se payer ça tous les jours. Donc franchement, ça fait plaisir, on est tous contents. Il y a des pommes duchesse, du canard, il y a des petits gâteaux de Noël, mais moi j'aime pas ça, du coup j'ai pris des fruits. Et ça va, c'est pas mal? Ah bah ouais, c'est très très bon, hein. Et ça régale, c'est gratuit. Il y a des marrons, j'ai l'impression, dans les légumes, donc j'ai pas encore goûté, mais pareil, ça a l'air sympa. Et en dessert, on a un truc avec un coulis de fruits rouges à skip, c'est bon. J'espère, mais je vais bientôt goûter. Malgré des repas en cantine à 3,30 € et 1 € pour les élèves boursiers, un étudiant sur deux affirme avoir sauté un repas par manque de moyens selon l'association COP1. Une précarité qui pousse des étudiants comme Nisa, en 3e année d'ingénieur, à travailler à côté pour manger correctement au détriment de ses études. Moi je finis tard le soir, dans la semaine, donc pour réviser c'est un peu compliqué. On n'a que le week-end et le week-end on a envie de se reposer aussi parce que du coup on a une dure semaine. Donc c'est dur, c'est très dur mais bon, on n'a pas le choix. 1,5 million de repas sont consommés par 60 000 étudiants marseillais selon Marc Bruand, directeur général du Crous Aix-Marseille-Avignon. Ce dernier encourage cette initiative en partenariat avec la ville de Marseille. Le repas proposé aux étudiants, un repas sain, équilibré quotidiennement, ça participe évidemment à cette qualité de vie. Et pouvoir proposer un repas festif en cette période de fête de Noël, c'est un élément évidemment qui contribue activement également à améliorer la qualité de vie des étudiants. Grâce au partenariat engagé avec la ville que je remercie chaleureusement. À l'approche de Noël, le Crous proposera également ce jeudi une soirée festive et solidaire gratuite pour les étudiants aixois. Moi je considère, j'assume la responsabilité, qu'on ne pouvait pas rester inactif et ne pas prendre en compte tout ce qui fait, et je dis bien tout ce qui fait qu'on est en difficulté. Il y a nos moyens économiques limités, mais pas que. On est sur une chose pour améliorer l'avenir. Voilà, après chacun lira entre les lignes ce qu'il a envie de lire ou en fonction de ce. Non mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas le droit en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Suisse, on n'est pas au Canada, vous pouvez pas recevoir quelqu'un en lui disant tu passes à la compta, c'est fini, ça se passe pas comme ça. Il y a des règles à respecter. Si vous les respectez pas, vous êtes lourdement pénalisé. Je ne suis pas assez idiot pour créer des charges financières au FC Martigues, on n'a pas besoin. Voilà, donc les choses évoluent effectivement. Si on fait ça, si on met l'entraîneur à pied, c'est qu'on a des raisons de penser que peut-être qu'il ne faut pas continuer. Mais ça, on le saura quand on aura fait le débrief formel avec Thierry. Je veux dire, la loi fait obligation, quand vous devez vous séparer d'un salarié, de respecter un processus. On va respecter le processus. Et on prendra la décision en termes du processus. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce que dit la loi. Est-ce qu'on peut savoir qui sera sur le banc pour le match ? Ibrahim Rachidi. Au milieu des enclos où sont stockés les animaux, c'est un zoo de fortune qui s'organise. Les enfants s'émerveillent devant les lions, les zèbres et les tigres, mais qu'en pensent leurs parents ? Et c'est cool pour les petits, ils se régalent, ils voient un peu de spectacle et je trouve ça intéressant. Après c'est sûr que ce serait mieux en liberté, mais comment on ferait du coup sinon pour aller les voir et voir ces beaux spectacles qui nous préparent Cirque les Avatars. Après bon, le fait qu'ils soient enfermés, ça, je pense qu'on a tous le même avis là-dessus. Je pense que leur place c'est pas du tout là. Je pense qu'il faut laisser chacun faire ce qu'il a envie.
S'il y a des gens qui ont envie de voir des animaux, après tout, pourquoi pas. Le tout, c'est qu'ils soient bien traités, surtout. Voilà, c'est ça le problème. Alexandre Müller, directeur du cirque Zavatal, assure avec fermeté, ces animaux sont bien traités. Leur présence n'a rien de dérangeant. Ah, c'est tout à fait normal. Un cirque a été créé avec les animaux, donc les gens viennent voir le cirque avec les animaux. Est-ce que vous comprenez que ça puisse en déranger certains ou pas? Alors là, je peux rien faire pour eux, ça. Que je voulais que je vous dise. S'ils n'aiment pas les animaux, ils viennent pas les voir. C'est tout. Trimballés sur les routes et soumis à un habitat trop petit aux antipodes de leur lieu de vie naturel, les animaux ne sont pas dans de bonnes conditions, affirme Frank Scharfschefter, le président de l'association Code Animal. Et on le voit assez facilement, en fait, si vous allez dans n'importe quel cirque, quand ils ont des félins ou des éléphants, vous voyez systématiquement des trous, ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire la répétition d'un même mouvement répétitif. Donc, par exemple, des allers-retours incessants des tigres et des fauves dans les cages, des éléphants qui se balancent d'une patte sur l'autre, etc. Et tout ça, les spécialistes le disent, c'est la preuve d'une souffrance chronique. C'est-à-dire que l'animal, en fait, il n'arrive pas à s'adapter à la captivité. Et puis ensuite, il y a le point de vue éthique aussi qui se pose. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit d'utiliser d'autres espèces pour nous divertir, nous humains? Il y a quand même un vrai problème d'utiliser et de contraindre à une captivité des animaux finalement qui n'ont rien demandé, uniquement pour un plaisir qui est, somme toute, futile. Sans interdiction juridique effective avant 2028, les cirques itinérants ont le droit d'exploiter des animaux sauvages dans leurs spectacles. Seules les villes sont en capacité de faire le choix des cirques qu'elles programment. Certaines en France refusent les animaux. Ce n'est pas le cas à Istres. La municipalité n'a pas souhaité répondre à nos questions. Installé à Istres. J'espère que je vais bien manger, on va se retrouver en famille. En général, on mange en entrée des fruits de mer, huîtres, gambas, et en plat principal de la viande, accompagné de pommes de terre ou de gratin. Et en dessert? En dessert, moi je suis très chocolat. Sans de Noël, moi franchement, je préfère tout ce qui est gaufres, churros, les chichis. Du bœuf Wellington. C'est du bœuf en croûte avec une petite duxelle de champignons. Un plat végé, genre un velouté de poireaux avec du fromage, genre de la feta. On fait porc, canard laqué en énorme quantité avec du riz, des légumes. Mais le climax, c'est le dessert. Et au dessert, genre c'est bûche au chocolat avec de la crème, de la glace, des marrons glacés aussi, j'adore. Voilà. Et j'aime bien aussi en entrée les petits blinis avec du saumon, de la crème, un peu de caviar et tout. Ouais, voilà, ça se fait plaisir, quoi. Nos produits, c'est surtout en fait l'huître de Camargue qui est en vogue là pour les fêtes de fin d'année. Donc l'huître la reine de Camargue. C'est une huître de qualité, tout le temps charnue, mais c'est une huître spéciale. Un produit qui a une très bonne longueur en bouche, une belle coquille, on a une coquille un peu ronde, ce qui fait un peu sa particularité. Le goût, on retrouve une note de sel mais très légère, due à son taux de chair en fait. Elles sont beaucoup plus charnues, on a un pied qui est très gros, et là c'est où on retrouve tout le goût de l'huître, quoi. Et c'est une qualité qui est reconnue nationalement, hein. La preuve c'est que vous avez eu quelques récompenses, allez, pas de modestie. Oui, on a eu quelques récompenses, notamment cette année, une médaille d'or au Salon agricole de Paris. Donc ça c'est pas mal, c'est top et ça nous fait plaisir à nous, ça fait plaisir à l'équipe qui travaille le produit tous les jours et tout au long de l'année. Et ça fait aussi plaisir aux locaux et à la région, quoi. C'est très bien. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais vous avez eu droit à un supplément de travail là, pour les préparatifs. Hein. Oui, cette année on a eu un captage exceptionnel de moules sur les cordes d'huîtres. Donc c'est un captage naturel, c'est des petites moules qui viennent se greffer aux cordes d'huîtres. Donc la bonne chose, on a du petit naissin de moules pour pouvoir ensemencer nos moules de carteaux. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on prend le petit naissin de moules qu'on va récupérer et qu'on va remettre dans nos parcs pour pouvoir commercialiser les moules de carteaux cet été. Le point négatif, surcroît de travail. Pour nettoyer les huîtres et en fait enlever ces moules-là, c'est beaucoup de travail, on a dû doubler quasiment l'effectif. Donc cette année, ouais, c'est un peu chaud et on transpire un peu pour les fêtes parce que nous, ici à la production, c'est Noël avant Noël, quoi. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que la nature reprend ses droits, ça veut dire que l'environnement est très sain aussi. Oui, et c'est là où on voit que l'environnement est prospère, que le produit s'y sent bien, les moules viennent naître, se greffer, c'est top, quoi.
Si l'ordre du gibassier existait, Pierre Piantino en serait l'un des grands maîtres. Pour certains, le gibassier est un cousin de la pompe à huile. Pour Pierre, c'est la même chose, mais pas tout à fait non plus. Le gibassier, c'est l'appellation provençale et la pompe à l'huile, c'est la tradition française. Après, il y a différentes recettes. Il y en a qui les font en brioche, d'autres qui les font à l'anis, d'autres qui les font... Il y en a même qui le font au beurre, vous vous rendez compte? On est en Provence quand même, faut pas déconner. La tradition, c'est à l'huile d'olive, quoi. Et après, zeste d'orange, zeste de citron pour Aix-en-Provence. Mais après, quand vous allez un peu plus sur Marseille ou Salon de Provence, c'est surtout l'anis. Du côté de ces restes, on va les faire très secs à la cassonade, ainsi que dans le Luberon. Regardez, la maison Béchat, ils les font en brioche. Chacun a sa recette, chacun a sa façon de faire, comme la daube, comme la bouillabaisse. Voilà. C'est votre recette ou c'est un héritage? C'est un héritage, c'est l'héritage. Enfin, on avait une boulangerie à la rue Esparia, avec le gibassier. Et quand on a acheté le magasin, on a acheté le magasin et la recette. Donc on est monté jusqu'aux années 1900. Donc c'est une très très vieille recette. Après, il faut arrêter. Les gens ils disent que je fais le meilleur, mais mes confrères, c'est pas des couillons non plus. Tout le monde travaille avec son cœur et sa générosité. Aixoise, Marie-Josée Bolla vient s'approvisionner exclusivement chez Pierre Piantino. Et pas question de la tromper sur la marchandise. Ah, le gibassier. La fabrication du gibassier. Ça c'est un secret. Ça ne se transmet pas. C'est un dessert de Noël qui fait partie des 13 desserts. Voilà, et c'est un incontournable, surtout quand on est du métier, un incontournable. Vous étiez boulangère? Oui. Ah ouais. Étant donné que mon père était boulanger-pâtissier sur Aix, mon mari est pâtissier. Ce qui est un honneur pour moi, c'est quand d'anciens professionnels et beaucoup d'anciens boulangers-pâtissiers d'Aixois et même pâtissiers actuels viennent chercher le gibassier chez nous. Donc ça, c'est une sacrée reconnaissance. Nous devenons des spécialistes de ce produit, avec beaucoup d'humilité. Une 4e édition de la patinoire éphémère gratuite sur le Vieux-Port de Marseille qui attire toujours autant de visiteurs. Parents et enfants, tous se prêtent au jeu, mais les Marseillais sont-ils des experts du patinage? Non, j'ai jamais fait moi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas de chaussures moi pour... J'ai jamais fait. Moi. Je vais pas tomber. Je crois que je suis trop forte. J'étais en train de faire le tour de la patinoire et je suis tombée 2 fois. Non, ça va, mais c'est que j'apprends à ma fille, donc ça c'est rigolo de partager ça avec ma fille, c'est trop cool. Ouais. Difficile de l'avouer pour les parents, mais les enfants semblent bien plus à l'aise et c'est peut-être l'essentiel, comme le souligne Binta, qui regarde son fils patiner. Ça va, il se débrouille quand même. En tout cas, il est content, nous aussi on est contents. Si les enfants sont contents, nous les mamans, on est contents nous aussi. Binta, dites-moi, est-ce que vous allez vous essayer à la patinoire? Je pense, oui, je vais essayer un peu. Depuis samedi, 2000 personnes par jour visitent cet espace où se trouve également une piste de luge de 3 couloirs. Et les Marseillais seront gâtés car en plus de ces activités, d'autres événements sont prévus comme nous l'explique le coordinateur Annie Saïdani. Et tenez les enfants, tenez le petit cadeau de Noël. Dès ce samedi, il y aura une animation avec un feu d'artifice prévu ici sur la patinoire. Aux alentours de 16h, on ferme la patinoire et on a des animations prévues avec la venue de magiciens, de distribution de boissons et de distribution de ballons. Chaque jour aussi, on met en place de la distribution de bonnets gratuits. Un air de Noël donc à Marseille avec le village des Santons et le village des enfants qui sont toujours présents. Toutes ces animations prendront fin le 5 janvier prochain. Ce n'est pas le pôle Nord, mais on pourrait bien croire que la maison du Père Noël se trouve ici à Port-de-Bouc. Mathieu Peferci décore chaque année sa maison avec toujours plus de guirlandes et cette année, il a encore battu son record. Nous sommes environ sur du 15 km de guirlandes pour 230 000 mini-LED, 700 guirlandes et pour un temps de travail qui a dépassé les 300 heures en commençant le 16 septembre. Et j'ai toujours pas terminé, c'est jamais terminé de toute manière. Je continuerai jusqu'au 23 décembre. Une passion qu'il tient depuis des années et qu'il offre à tous ceux qui veulent bien venir admirer ses illuminations, car pour lui, Noël est une fête à vivre ensemble. Je faisais ça que pour moi au début. Mais après, au fur et à mesure, je me suis aperçu que les gens ont commencé à apprécier et ils voulaient voir. Et avec le temps, il est venu des inconnus, des anonymes, des gens qui viennent un peu de partout en France, même à l'étranger. Et je trouve que c'est quand même plutôt sympa de se retrouver autour de chocolat chaud, de papillotes.
Une chose est sûre, Mathieu aura réussi son pari, faire rêver les enfants et parents venus visiter sa demeure. On était venus l'année dernière pour la première fois et là on s'est dit il faut qu'on revienne et il y a sa mamie qui arrive dans une semaine, donc je pense qu'on reviendra dans une semaine pour qu'elle voit aussi ça. Parce que je trouve que c'est un bon moment à partager en famille. C'est vraiment féerique. On a l'impression d'être, quand on rentre, on a l'impression d'être vraiment dans un monde. Dans la maison du Père Noël. C'est féerique quoi, c'est joyeux. Ça se voit je pense sur le sourire des gosses. Hein. Comment est-ce que tu la trouves cette maison toi? Une belle maison. Un monde féerique qui est à visiter tous les soirs jusqu'au 5 janvier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook Port de Bouc d'hier et d'aujourd'hui. Déjà, moi j'ai qu'un petit balcon, donc l'espace est restreint. Et j'ai toujours voulu essayer sur ma voiture, voir ce que ça donnait. Puis je suis toujours un passionné de lumière. Donc au plus il y a de lumière, au plus je suis émerveillé. Combien de temps ça vous a pris de faire tout ça? J'ai pris très longtemps. Après, la passion, on compte pas le temps, mais j'ai commencé mi-novembre. Oui. Quasiment un mois de travail, quoi. C'est ça, tous les jours. Après le travail, on rajoute un petit peu, on réfléchit à comment faire. Et puis, on s'arrête jamais, en fait. Je suppose que vous avez des retours de partout, parce que là, ce qui est sûr, c'est que vous ne passez pas du tout inaperçu. Hein. C'est sûr, tout le monde me klaxonne, appelle de phare, des photos, des vidéos. Et c'est sûr que j'ai fait exprès pour qu'on me voie. Et les retours sont très sympathiques. J'imagine effectivement que les gens aiment bien poser avec pour garder le souvenir. C'est ça, oui. Après, il y en a beaucoup de voitures aussi décorées, ça a été une mode cette année. Mais autant que moi, il n'y en a pas du tout.